Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. On passe tout de suite aux titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Le 86e rallye Monte-Carlo du 22 au 28 janvier prochain. Le parcours sera dévoilé dans ce journal. Nous vous ferons découvrir deux expositions. La première à la Camille Art Gallery avec pour intitulé Magic in Monaco. Et la deuxième, No Man is in Iceland, au jardin exotique conçu par deux jeunes diplômés de l'École supérieure d'art plastique. Et pour finir, notre invité du week-end, aujourd'hui Jean-Pierre Chebel, le directeur du meeting Hercules. Et c'est pour ça que nous enregistrons ce journal ici. Meeting qui célèbre ses 30 ans ce vendredi. Entretien réalisé juste avant le début de la compétition. Parlons sport automobile en ouverture de ce journal. Le parcours du 86e rallye Monte-Carlo vient d'être dévoilé. Gap restera pour la 5e année consécutive la ville hôte de ce rallye du 22 au 28 janvier prochain. Vanessa Dessy vous en dit plus. C'est un parcours renouvelé à plus de 50% par rapport à celui de 2017. Le 86e rallye Monte-Carlo se conjugue entre tradition et innovation, avec un programme qui risque de marquer tous les esprits. Le départ officiel sera donné le jeudi 25 janvier dès 18h, place du Casino. La première étape nocturne se disputera dans les Alpes de Haute-Provence avec l'inédite Thouars-Sisteron et la traditionnelle Bayon-Bréziers. Le lendemain, l'épreuve se déroulera sur 3 départements afin d'offrir aux spectateurs 150 km de chrono, avec pour ouverture des hostilités l'éprouvante épreuve spéciale Vitrolles-Oz. Après, on file dans la Drôme et on va faire Roussieux et Galaï. Alors ça, c'est une combinaison de spéciales entre Montauban-sur-Ouvèze, le Perthis, le col Saint-Jean, le col du Réchassé. C'est une combinaison de 2 ou 3 épreuves spéciales qu'on faisait habituellement, mais qui est nouvelle aussi, puisque c'est 3 tiers de 3 spéciales différentes, avec un passage dans Ison-la-Bruisse, que personne ne connaît. Dans la Drôme provençale, c'est un très joli petit hameau entouré de lavande, en cette saison, bien sûr. Et on souhaite qu'il y ait un petit peu de neige aussi, puisqu'on est à plus de 1200 mètres d'altitude. Et on finit à Égalaï, que l'on connaît bien, puisqu'on avait traditionnellement une épreuve. Alors c'est exclusivement dans la Drôme. Et on retourne sur Gap en faisant une entièrement nouvelle, là encore, qui s'appelle Vaumeil-Claret, qui fait une quinzaine de kilomètres. C'est pas une très longue. C'est sur le plateau entre Durance et je ne sais plus quel autre cours d'eau, et la vallée du Caire. Tout aussi redoutable, le samedi se déroulera dans le nord du département des Hautes-Alpes et dans l'Isère. La première épreuve spéciale Asnières en dévolu corps, légèrement modifiée sur l'arrivée, donnera le ton de cette journée. La deuxième de la matinée, donc ces deux, on va les refaire 2 fois bien sûr. La deuxième, c'est Saint-Léger-les-Mélèzes, Saint-Léger-les-Mélèzes, la Bâtie-Neuve. On a modifié le départ, modifié l'arrivée, mais grosso modo c'est la même, avec le passage au col de Moissière, donc au travers des pistes de ski. Donc la spéciale fait toujours 17 km, elle est courte, mais elle devrait être animée, puisqu'on a après 400 mètres de départ, on a un rond-point que l'on prend à 360 degrés, donc un peu d'animation. Un peu plus haut, on a une chicane sur un parking, parce qu'on ne voulait pas que les concurrents prennent les ralentisseurs. Voilà, donc c'est celle qui sera également télévisée par nos amis du WRC. Et puis on rentre à Gap, on refait ces 2 épreuves-là, et on finit par un Bayon-Bréziers, comme l'année dernière, le samedi après-midi. Ça nous permet de retourner à Gap et de rentrer à Monaco. Les 60 premiers concurrents auront la chance de côtoyer la mythique boucle du Turini le dimanche 28 janvier. Près de 64 km sont à disputer ce dernier jour. Les équipages devront affronter la Bolène Perracave et la Cabanette Col de Brosse qui fera office de Power Stage lors du second passage. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref. Avec, vous le voyez, une cérémonie du souvenir à l'occasion de la fête nationale belge au pied du monument érigé à l'entrée du boulevard de Belgique à la mémoire du roi Albert Ier. Pour la petite histoire, la fête nationale belge se commémore le 21 juillet. Le serment du roi Léopold Ier marque en 1831 le début d'une Belgique indépendante sous le régime d'une monarchie constitutionnelle et parlementaire.
Nous ouvrons une page culture avec l'exposition Magic in Monaco qui se déroule jusqu'à la fin de la semaine prochaine à la Camille Art Gallery. Une exposition pour la bonne cause puisqu'à l'issue, le 29 juillet, il y aura une vente aux enchères caritatives. Plus d'explications avec Alexandra Pani, Horacio Gaggino et Eric Elkoubi. Niki Nojumi, Hossein Rezvani, Marianne Satrapi ou encore Sa Majesté Farah Pahlavi. Ils sont 35 au total à avoir répondu présent. Des artistes de la scène iranienne, talents montants ou artistes confirmés, ils n'ont pas hésité à donner leur œuvre pour la bonne cause, car l'exposition Magic in Monaco est organisée par la fondation Magic of Persia. Depuis 2004, cette association a parcouru les plus grandes villes de la scène culturelle internationale. La destination Monaco était une évidence pour sa directrice générale. Cette exposition est la première que nous organisons ici à Monaco. Monaco est une deuxième maison pour tous les Iraniens et ça l'a toujours été. Tout a commencé il y a 14 ans. Après que mes enfants aient grandi, j'ai ressenti le besoin de leur permettre de renouer avec leur terre natale. Aucun de nous n'est retourné en Iran, vous savez, depuis la Révolution. Ma fille avait seulement 6 mois lorsque nous sommes partis et mon fils est né à Londres. Donc, pour résumer, c'est comme ça que tout a commencé. Peu de temps après, tout a commencé à prendre de l'ampleur. Par le biais de différentes institutions en Angleterre, en travaillant avec les musées, dont le Victoria and Albert Museum, nous avons commencé à promouvoir la culture perse en dehors des frontières de l'Iran, avec cette mise en lumière que l'on souhaite apporter sur cet art contemporain iranien. MOP a pour ambition de promouvoir de jeunes artistes contemporains d'origine iranienne, mais l'association souhaite également soutenir un projet dans chacune des villes où elle expose, en organisant une vente caritative de ses œuvres exposées. Avec beaucoup de joie, je participe avec cet événement, entre guillemets, de faire une collaboration que j'espère que ça va durer dans le temps et puis en même temps de mettre ma galerie à la disposition des artistes contemporains iraniens et puis de faire de sorte que de participer à une petite partie de ce mouvement dans le monde entier. Les œuvres sont à découvrir jusqu'au 28 juillet à la Camille Art Gallery. La vente aux enchères aura lieu quant à elle le 29 juillet au Yacht Club de Monaco. L'intégralité des profits réalisés lors de cette soirée permettra de soutenir les actions de la Fondation Princesse Grace et de la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, ainsi que The Animal Funds. Près de 200 invités sont attendus lors de cet événement. Exposition toujours à découvrir en ce moment même au Jardin Exotique, cette fois celle de jeunes diplômés de l'École supérieure d'art plastique, exposition d'œuvres contemporaines, reportage. 7 élèves exposent collectivement dans la salle Marcel Creuelin. 7 élèves, ou plutôt 7 anciens élèves, puisqu'ils viennent d'obtenir leur diplôme national supérieur d'expression plastique au pavillon Bosio. Ce sont donc officiellement de jeunes artistes. Une exposition qui s'intitule No Man is an Island. No Man is an Island, en fait, c'est un titre qui a été trouvé par le collectif Mathilde Expose, avec lequel on a collaboré pour concevoir l'exposition. En fait, c'est un collectif de jeunes curateurs parisiens qui viennent de la Sorbonne. Et en fait, ce qui les intéressait, eux, c'est de réfléchir sur le leadership élique, en fait, à la fois de notre école à Monaco, et en fait, nous, dans cette école... en fait, ils ont été touchés par la pluralité en fait, de nos univers, de nos pratiques, de nos manières de traiter la question artistique. En fait. Et du coup, No Man is an Island, c'était un petit peu cette idée qu'on on est unitaire, mais dans cette exposition, on fonctionne quand même ensemble et en tout cas, on est réunis dans un même endroit pour justement montrer cette diversité, quoi. Chacun de ces artistes présente individuellement 2 à 3 pièces lors de cette exposition sur des supports variés. C'est l'exposition des diplômés des DNSEP 2017, donc chacun en fait a sa pratique, sa manière de voir le monde en fait et d'y répondre. Donc effectivement on a des manières d'aborder en fait nos questions tout à fait autonomes. On peut découvrir tout ce qu'on peut faire dans une école d'art aujourd'hui en fait un peu globalement. Donc il y a de la sculpture, de la performance, de la vidéo, du dessin.
De la maquette de scénographie, parce qu'au pavillon Bozio, on a le cursus double, en fait, art et scénographie, donc c'est quelque chose qu'on traite aussi. Maintenant diplômé, le fait comme ça d'avoir une exposition où il y a ces œuvres, ça représente quoi? Ça fait quoi? Bah, ça fait extrêmement plaisir, en fait, parce que ça donne envie pour la suite. Donc, non, on est très très content cette année de pouvoir exposer au Jardin Exotique. Non, ça donne envie. Les thèmes, les inspirations sont diverses. L'architecture, le cinéma, la moto, l'équitation ou encore au hasard le monde de la nuit. Pour découvrir de jeunes artistes pleins de fraîcheur, No Man is an Iceland dans la salle Marcel Creueline du Jardin Exotique jusqu'au 24 septembre. Il est temps de recevoir notre invité du week-end. Il s'agit aujourd'hui de Jean-Pierre Chebel, le directeur du meeting Hercules. Bonjour. Bonjour. Le meeting qui fête ses 30 ans et vous le fêtez aussi avec lui, avec ce meeting, puisque vous êtes là depuis le début, je crois. Oui, en effet, j'étais là depuis la première édition de ce meeting en 87 et même avant, depuis le premier match d'inauguration qu'on avait fait en 85 et 86. Vous avez vu une évolution entre 87 et maintenant, 30 ans. Quelle a été cette évolution, s'il y en a eu une? Oh, il y a eu une évolution énorme, je veux dire, c'est plus comparable par rapport à ce qu'on faisait avant, mais comme l'évolution s'est faite gentiment, progressivement, on s'en est pas vraiment rendu compte. Si, on a failli franchir quelques paliers, mais je veux dire, c'est vrai que l'évolution est importante. Quels sont les souvenirs que vous gardez de ces 30 ans? Il y a bien eu des moments mémorables comme ça? Il y a eu plein de moments mémorables, c'est vrai que c'est dur Bon, la première chose, bien entendu, je pense qu'à chaque fois qu'on bat un record du monde, c'est quelque chose de particulier. En 30 ans, on en a battu 4. Bon, c'est beaucoup ou pas beaucoup, en fonction du côté où on se place. Dont 2 qui sont encore en activité, oui, je crois. Oui. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier, mais on a été aussi 5 fois, je dirais, meilleur meeting au monde de l'année. Et ça reste une certaine fierté, un certain bonheur de dire que toute l'équipe, parce que c'est vrai que je pense qu'on peut parler de plus en plus justement de l'évolution. J'ai commencé, j'étais tout seul et maintenant on est une équipe, je dirais, importante à la tâche pour cette mission. Vous avez parlé là de 4 records du monde. C'est vrai qu'il y en a encore 2 qui sont valables, celui de Isinbayeva à la perche, Dibaba aux 1500 mètres. Qu'est-ce que l'on ressent quand on est comme ça le directeur du meeting et qu'on voit un record du monde, qu'on voit feu d'artifice sur les tableaux pour dire qu'il y a eu ce record du monde? La satisfaction, d'abord, la première énorme satisfaction, très honnêtement, c'est quand, même sans parler d'un record, c'est quand vous voyez le meeting avec un stade plein, avec un public qui hurle, qui soutient les athlètes. Je crois que la première énorme satisfaction, elle est là. C'est quand on a fait quelque chose, on a travaillé de notre mieux, c'est vrai. Et quand on a la satisfaction du public qui répond en venant être présent et en soutenant les athlètes, c'est vraiment déjà une énorme satisfaction. Et depuis 1987, il y a eu les plus grands noms de l'athlétisme qui ont foulé le parcours, le stade. Oui, on a fait un livre sur les 30 ans et la personne qui a fait le livre me dit « mais qui as-tu le regret de ne pas avoir eu dans ton meeting ?» J'ai cherché, très honnêtement, je ne l'ai pas trouvé. Je crois que même s'ils sont venus qu'une fois, toutes les superstars au monde sont venues au moins une fois à Hercules à Monaco et je pense que Monaco peut être fier de ça. Et qui vous a marqué particulièrement j'ai une liste exhaustive, mais qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a un sportif, un athlète, sa classe, ses performances, qui vous a marqué? Qui vous retiendriez? Une personne peut-être. C'est toujours difficile quand vous commencez à donner des noms, parce que là, à brûle pour point, il me vient des noms, puis après je dirais mince, j'ai oublié, il y en a beaucoup d'autres. Bien sûr, mais je pense qu'un athlète comme le triple sauteur, mais ça y est, voilà, je vais chercher le nom, comme quoi la preuve. Le hurdler aussi, donc, on a des athlètes exceptionnels et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Je dirais même des athlètes et même des collègues avec qui on travaille, parce que vous savez qu'on travaille avec les athlètes, mais on a aussi des rapports avec des managers qui gèrent. Et c'est vrai qu'on a des gens moins agréables, mais des gens aussi très sympathiques. Moins agréables, mais sympathiques. Donc du coup, on ne citera pas de nom. Non. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce meeting par rapport aux autres meetings? Qu'est-ce qui le sort du lot?
Alors pour moi, la première chose qui le sort du lot, je pense, c'est Monaco. Oui. Soyons très clairs. Ça a toujours été, je dirais, notre carte de visite. Quand vous commencez à démarcher, même au début, quand on a débuté, et que vous dites, ben voilà, moi je fais un meeting dans la principauté de Monaco, c'est plus facile que si vous le faites à un autre coin perdu de l'Europe. On ne citera pas de nom non plus. C'est vrai que ça, je crois que c'est Monaco. Après, bon, je pense c'est vrai qu'on reçoit les gens bien. Je crois que c'est une tradition de Monaco. C'est un souhait de notre président, donc le souverain, le prince Albert, de bien recevoir les gens. Donc on les reçoit bien. L'hôtel qui nous héberge est sympathique. Le stade, pour moi aussi, est un merveilleux outil. Merveilleux outil, pourquoi? Parce que d'abord, il a une taille réduite, même si maintenant on va regretter parce qu'on va le remplir ce soir. Ouais. Il a une taille réduite, mais avec justement le public qui est très près de la piste. Il n'y a pas d'air de saut ou de dégagement à l'extérieur. Ça veut dire donc l'athlète, il a directement, il est au 8e couloir, à 1 mètre après, je dirais presque dans le 9e couloir, il a le public. Donc ouais. ça aide à faire l'ambiance. Et en plus, bon, en général, on a un stade qui est bien protégé du vent ou avec une piste de qualité. Et c'est vrai que les athlètes font de bons résultats. Après, je pense que c'est les résultats aussi qui font la... Si les athlètes savent qu'ils vont trouver des bonnes conditions, faire un bon résultat, ils viennent volontiers. Et puis il y a la période aussi, parce que ça se déroule souvent avant un grand rendez-vous. Là, ce sont les championnats du monde à Londres. Il y a les JO. C'est un moment clé aussi, non? C'est vrai que on a la particularité de nous de choisir un créneau en général du 3e vendredi de juillet. Et c'est un moment où les athlètes sont en pic de préparation, parce qu'en général, il y a en effet ou un championnat du monde ou un Jeux olympiques derrière. Donc c'est sûr. Alors ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients, parce que les athlètes sont peut-être des fois pas toujours disponibles, parce que des fois peut-être certaines fédérations peuvent faire frein à ce que leurs athlètes aillent courir avant de venir à Monaco. Voilà. Et un mot peut-être sur l'équipe, parce qu'effectivement la richesse de ce meeting, ce sont les têtes d'affiche, mais il y a aussi une structure autour du meeting qui est considérable. Vous avez une équipe qui est importante, qui est de qualité, j'imagine. Oui, je reconnais que j'ai beaucoup de chance. J'ai de très bons collaborateurs, je dirais les premiers, mais aussi toute une équipe qui est très efficace, qui est jeune. D'ailleurs, je dis en plaisantant, on fête les 30 ans du meeting, presque très nombreux sont ceux qui n'étaient pas nés à cette époque-là, donc 20 ans en général, et c'est vrai que c'est bien pour l'avenir, mais vraiment, on peut dire que beaucoup ont travaillé, je dirais, d'arrache-pied, et c'est vrai qu'on sera content quand, je dirais, lundi, on va pouvoir souffler un peu. Alors, à l'heure où on enregistre cet entretien, la compétition n'a pas commencé, donc on ne peut pas parler évidemment de résultats. Mais un mot peut-être sur cette édition, sur cette 30e édition, sur l'affiche de cette 30e édition. L'affiche, la première, bien entendu, c'est la présence de Bolt. Bolt nous a fait, moi je dirais, un cadeau inestimable, puisqu'il a souhaité terminer sa carrière dans un meeting et de le terminer dans sa carrière ici à Monaco. Je pense que c'est vraiment un cadeau extraordinaire. Nous, on cherchait quelque chose pour nos 30 ans d'un peu extraordinaire, mais c'est lui qui nous l'a offert en disant... D'ailleurs, on a été surpris, parce qu'on avait un peu démarché pour qu'il vienne courir, mais on n'avait pas... Oui, il est venu que 2 fois, ce sera la deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Oui, il est venu qu'une fois. Oui. Et bon, on ne savait pas vraiment abouti. Et puis, quand lui, il a annoncé à Kingston que sa dernière course, c'était à Monaco, on a fait « waouh !» Et puis, bon, du coup, on s'est mis en route et ça s'est très bien passé, et ça est venu. Et il a été, je dirais, adorable. Adorable quand il est arrivé à l'héliport, adorable ici à l'hôtel, à la conférence de presse qu'on a fait. Vraiment, il a été, je dirais, très, très abordable, très gentil. Voilà. On se reverra certainement pour la 31e, 32e, 30e, 40e. Ça, c'est certain, justement, vu la jeunesse de mon équipe, on n'a pas de doute sur la pérennité de cet événement. Enfin, c'est notre souhait en tout cas, oui. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Nous, on passe à la météo. Samedi, un grand soleil chaud avec de rares nuages, il fera de 23 à 28 degrés. Dimanche, du beau temps et des chaleurs estivales. Il se peut qu'il y ait une apparition de nuages orageux en fin de journée, comptés de 24 à 28 degrés. Lundi, il risque d'y avoir des averses orageuses dans la nuit, des nuages le matin et du soleil pour finir dans la journée. Mardi, une belle journée ensoleillée, les nuages seront insignifiants, voire inexistants. Et ça sera la même chose mercredi et jeudi avec des températures pouvant aller jusqu'à 29 degrés. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt.